Ayant mes paroles valent cher. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guzney m'appellent le tiers, les Fimbi 500 et mes amis à l'étranger 500. Sarcel représentant, Sect Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur We Hustle, c'est toujours ton émission qui rassemble et motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leur réussite. Alors Hugo, take a seat now. If a nigga judge your life, give him your shoes. PDG, let's get it! We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur We Hustle. Et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir un entrepreneur hors pair, un homme qui revient de loin, un homme de cœur, un homme de terrain, un philanthrope. L'homme que l'on nomme David Desclos. Take a seat, David. Hugo. Eh ben, quelle présentation. Chapeau. C'est la marque de fabrique. Comment Chapeau. tu vas, David? Ça va super. Merci Super. d'avoir accepté l'invitation, frérot. Merci à toi. Ça fait plaisir. On te suit, on aime beaucoup ce que tu fais. Et c'est important que tu nous racontes ta vie, tu nous racontes ton parcours qui est vraiment deep, qui est vraiment profond. Encore une fois, je te remercie d'avoir accepté l'invite, David. Merci à toi. Donc, dis-moi, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, pardon, est-ce que tu pourrais te présenter? David Desclos, ancien bandit, fiché au banditisme et maintenant artiste, producteur, auteur, sur scène, voilà, avec 2 spectacles, Écrou et de rire et un jour j'irai à Détroit avec Stomy Bugsy, mis en scène par Stomy Bugsy, sur scène avec Stomy Bugsy. Voilà, David Desclos. D'accord, parfait. David, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est la tradition chez WSL, c'est de retracer le parcours. Moi, je voudrais que tu nous dises d'où tu viens précisément. Alors à la base, moi je viens de Normandie, les Normands, Normands quoi. D'accord. Grand big up aux Normands. Je viens d'un quartier qui s'appelle la Pierrosée. Au début, j'étais Grâce de Dieu, il y a un quartier qui s'appelle la Grâce de Dieu, ensuite Pierrosée. Dès l'âge de 8 ans, je déménage à la Pierrosée. C'était un quartier chaud de Normandie. Même en Normandie, il y a des quartiers, voilà, des cités un peu pourries comme à Sarcelles, quoi, Ouais. Voilà. Donc Normandie, famille très pauvre, c'est pas une excuse, mais voilà, très très pauvre et très jeune dans la délinquance pour se nourrir, pour s'habiller, voilà, voilà, tu connais, hein, voilà, c'était très dur. Donc les plus grands nous montraient le chemin pour manger ou nous habiller, nous ont montré le chemin, les grandes surfaces. Bien sûr. À l'époque, c'était pas Carrefour, ça s'appelait Mammouth. Mammouth. Ça s'appelait Mammouth. Après Continent, Carrefour, tout ça, voilà. Et puis bien sûr le centre-ville, on s'est attaqué au centre-ville. Voilà, comme je l'ai dit, pour manger, pour s'habiller, c'était la mode des baskets blanches, des jeans 501, des fly jackets. Bien sûr. Il fallait avoir le style, quoi. C'est important. Celui qui avait pas la panoplie, c'était un peu le baltringue, quoi. Tu sais, fallait, voilà, malheureusement, on a mis de côté les études, quoi. On allait à l'école, mais même l'école, c'était, voilà, on nous disait l'avenir, pensez à votre avenir à l'école. Nous, l'avenir, c'était aujourd'hui, c'était demain, c'était comment manger, comment s'habiller, tout ça. Et puis surtout, on vivait une telle misère chez nous, chacun la même chose, chacun la misère. C'est dès qu'on se retrouvait, que ce soit à l'école ou dans le quartier ou dans la rue, on pensait qu'à s'amuser, quoi. Et on passait vite du rire aux larmes parce que on pouvait très bien s'éclater, s'amuser, les jeux de quartier, les jeux de cité. Et puis des fois, il y avait, t'en avais un qui traversait la route, on traversait le périphérique pour aller pour aller soit à la grande surface, soit t'en avais un qui pouvait se faire écraser et tout. Donc il arrivait des choses, des fois, je pense à Harold, paix à son âme, qui est mort en tombant du viaduc, tout ça, tu vois, des potes en voiture volée, en moto volée, tout ça, tu sais, comme je l'ai dit, on rigolait beaucoup, mais des fois on passait du rire aux larmes parce que t'en avais un qui mourait en voiture volée, t'en avais un, voilà, c'était une époque joyeuse mais aussi dangereuse, donc voilà. Et donc j'ai gravi les échelons du banditisme. Au début, je volais à l'étalage, je l'ai dit, pour manger, pour m'habiller. Ensuite, j'ai très vite fait les caisses entre midi et 2, c'est-à-dire pendant que les gens ils fermaient, nous on ouvrait les boutiques. Voilà. Ensuite, je faisais aussi vol en filouterie. Je rentrais dans les magasins, les moyennes surfaces, pendant que les gens faisaient leurs courses. On apprenait à rentrer dans les bureaux, jouer au loup avec le personnel, atteindre la salle des
des coffres, ou même quand il n'y avait pas de coffre, eh ben, dans les bureaux, on cherchait les poufs à billets, tout ça. Tu sais, on jouait au loup, quoi, tu vois. C'était la filouterie, quoi. On a grandi là-dedans. Donc voilà, c'était les échelons. Et puis moi, bon, j'avais l'avantage d'être blond aux yeux bleus. J'étais entouré de Renois, de Rebeux, tu vois, Renoir, Rebeux. Donc Il y en avait beaucoup. ouais, beaucoup. Bah ouais, tous mes amis d'enfance, tu vois, la plupart. Bon, il y avait aussi quelques Céfrans, tu vois. Voilà, on était tous ensemble. Nous, on était tous pareils, on s'éclatait, quoi. Mais on apprenait. Puis on voyait quand même qu'il y avait un petit peu de racisme, tu vois. Donc les Renois, les Rebeux étaient plus regardés. Donc on en jouait. Ils faisaient des diversions. On simulait des bagarres, des faux trucs. Ils étaient pendant ce temps-là. Moi, je rentrais dans les bureaux, je cherchais la clé du coffre, j'ouvrais le coffre, je prenais la recette, on partageait, voilà, tout ce qui était filouterie, beaucoup sans armes et sans violence. Très vite, toute mon équipe, on avait vraiment des règles, tu vois, on voulait pas faire de mal aux gens non plus, quoi, tu vois. Donc après dans le quartier, il y avait quand même des trucs chauds. C'est ça qui était bizarre, parce que autant on essayait de voler sans armes et sans violence, mais dans le quartier, les affrontements entre interquartiers, il y a eu des choses que je regrette maintenant. On était jeunes, on savait pas. C'est pour ça que quand je vois ça se passe encore maintenant, la rivalité entre quartiers, tu vois, les guerres même pour le Toshi. Tu te dis, on se faisait la guerre, mais en fait, on vivait la même chose. C'était la loterie. Je dis toujours, c'est la loterie des HM. Les HM nous avaient placés dans une cité, on avait placé d'autres dans une autre cité, mais en fait, on vivait la même chose. Et si on avait été dans la même cité, on aurait été amis, on vivait la même chose. Et donc, on se retrouvait en guerre, c'était chaud, fallait, tu vois, et c'est là où je dis, c'était le jour. Quand on allait de Chourave, quand on allait Liave, c'était sans armes et sans violence, mais les trucs voilà, on sortait les fusils à pompe, les pushkas, les trucs, les couteaux, les bordels, tout. Et heureusement, il n'y a pas eu de mort. Enfin, à mon époque, après, il y en a eu quand même, voilà, mais tu l'as sur la conscience quand même, tu vois, tu te dis, putain, en fait, c'est un message que j'aimerais passer aussi à toute cette jeunesse, tu vois, qui se font la guerre entre quartiers et tout, et ça, c'est moche, quoi, tu vois. Donc, c'est pour ça que je dis toujours, on passait du rire aux larmes, t'as de tout. Donc voilà, j'ai gravé les échelons du banditisme. Ensuite, je me suis spécialisé dans la neutralisation des systèmes d'alarme. Avec mes amis, on cambriolait les banques la nuit, sans armes, sans violence. Au début, on a tapé tous les magasins, toutes les bijouteries, les boutiques de luxe et tout ça. Et on les a déglingués, hein, que ce soit dans le centre-ville de Caen, en Normandie. Après, on s'est étalé sur toute la Manche, Cherbourg, Saint-Lô, Avranches, Granville, l'autre côté, Pont-Audemer, tout ça, on a sillonné tout. On a même descendu, on a vers Nantes, La Rochelle, tout ça, tu vois, on défonçait tout, quoi. Toutes les boutiques, on faisait ce qu'on appelait des expéditions. On partait en voiture, voilà. Des fois en deux voitures, on partait. Quand on revenait, c'était plein. On avait pété les boutiques, les trucs, parfumerie, le truc de fou auquel on s'est attaqué aussi souvent. Ça paraît pas, mais c'est les sous-vêtements de femmes. On en prenait plus que si on faisait un bureau de tabac ou de l'alcool. On ramenait des magasins entiers de sous-vêtements de femmes. Ça se vendait comme des petits pains, les strings, tout ça. Et quand j'ai eu l'idée de faire ça, mes potes au début ils m'ont dit, mais t'es malade, on va pas s'attaquer au truc de sous-vêtements. Et quand ils ont vu l'oseille que ça faisait, quoi, et puis surtout qu'on en prenait plus, parce que un sac à poubelle de sous-vêtements comparé à des cartons et des cartons de cartouches de cigarettes ou d'alcool, tu vois, mais tu prends autant, voire plus, tu prends vraiment, et ça se vend comme du petit pain. Et après j'ai eu une autre réflexion, j'ai dit aux gars, et je dis quand même, s'attaquer aux boutiques, même si c'est des boutiques de luxe, c'est des gens qui ont monté leur affaire, il y a quand même, on fait des victimes dans l'histoire, tu sais, même si c'est sans armes, sans violence, il y avait un côté pas bien, tu sais, plus je grandissais, plus j'avais de la maturité, plus je réfléchissais, et je me disais, non, en fait, faut s'attaquer à l'État, quoi, on voulait pas faire de mal aux gens, et l'État, pour nous, c'était les banques, tu vois, et donc là, quand je leur ai dit, on va s'attaquer aux banques, ils ont dit, mais on va jamais réussir à neutraliser les alarmes. J'ai dit, si, c'est les mêmes alarmes que pour les magasins, et quand on s'attaquait à une première banque, Crédit Agricole, pour pas la nommer, j'ai réussi à neutraliser l'alarme. On a passé tout le week-end dans la salle des coffres à découper le coffre-fort. Là, mes potes, ils ont dit, ouais, c'est génial. Ils se sont rendus compte que c'était les mêmes systèmes d'alarme. Donc là, on s'est attaqué qu'aux banques et aux moyennes surfaces. Super U, Intermarché, tout ça, tu vois, voilà, fallait pas que ce soit trop grand parce que sinon il y a des vigiles. Et donc, les coffres-forts, j'avais une bonne équipe, j'étais pas tout seul, hein, j'avais vraiment des bons gars avec moi qui savaient bien découper les coffres-forts, qui savaient voler les voitures, qui savaient.
on avait une équipe, on était organisé avec Tokyo Walkie, tout. J'en parle dans mon spectacle, tout ça. Donc on neutralisait tout ça et on faisait les banques. On a fait Société Générale, Crédit Agricole, BNP, tout, on les a toutes fait. Hein. Et donc là, on était arrivé à un niveau, les Condé nous voulaient vraiment, on dégageait beaucoup, quoi, tu vois, et fallait nous stopper. Et moi, j'avais j'étais aussi fatigué de tout ça. Je suis tombé amoureux, j'avais ma femme, tout ça. J'étais très, et j'avais dans l'idée d'arrêter, mais on s'était engagé. Une parole est une parole dans le banditisme. C'est tous ensemble. Il y en avait qui étaient en prison, tout ça. Donc là, je savais quand j'ai soumis l'idée d'arrêter, mes potes m'ont dit David, on s'est tous engagés. Il y en a qui sont en prison, on peut pas partir comme ça, tout ça. Donc j'ai dit on va en faire une dernière, mais si ça marche, on va être tous gavés, que ce soit ceux qui sont en prison ou nous, toute l'équipe, quoi. Et là, on s'est attaqué au siège social de la Société Générale en 1998. On a creusé un tunnel dans les égouts jusqu'à la banque. Pendant 4 mois, creusons le tunnel. On est arrivé à la salle des coffres. Alors, il y a 450 coffres clients, plus les coffres de la banque, tout ça. Donc là, c'était du très lourd. Donc, pour une raison, là, je me stoppe là parce que tout ça, tout ça est dans le spectacle, Écrou et de rire, là, que je reprends. Là. Donc, c'est en venant voir le spectacle, là, je commence à raconter tout ce tunnel, ce creusement de tunnel. Donc, pour comment on se fait attraper, une erreur de notre part, ce qui raconte, c'est un gros pan du spectacle. Et donc, au bout de 2 jours de garde à vue, les policiers me comparaient à Spadjari. Il me disait, donc il y en a un en rigolant, il délirait sur moi, t'as plus qu'à faire comme Spadjari, il a mis 4 mois à s'évader. Il rigolait dans la voiture pendant un transfert. Ils m'ont transféré d'un commissariat à un autre, à la PJ, du commissariat à la PJ. Et j'avais fait la une des journaux, tout ça, me comparer à Spadjari. Donc les flics, ils déliraient sur moi, t'as plus qu'à faire comme Spadjari, il a mis 4 mois pour s'évader, il rigolait. 5 minutes plus tard, j'étais évadé. Et là, ils sont tombés dingues. En plus, c'était le jour de Noël, la veille de Noël, le 24 décembre 1998. On devait passer tout le Noël dans la salle des coffres à exploser les coffres. Et là, donc ils déliraient sur moi. Moi, j'arrive à m'évader. Donc ils ont passé tout le Noël à me chercher. Moi, j'ai réussi à atteindre Paris, ensuite sud de la France, tout ça. Cavale, j'ai rejoint ma femme. On a fait 1 an de cavale avec ma femme. Là, j'ai traumatisé les flics parce qu'ils en revenaient pas. Ils essayaient de m'avoir, ils arrivaient pas à m'avoir. Et après, moi, sous les conseils de ma femme, au bout d'1 an de cavale, j'avais bien profité. J'avais fait l'Espagne, la Suisse, tout ça. J'avais bien profité. Je voulais la faire à la Arsène Lupin, aller en prison quand moi je le décide. Voilà. J'avais vu un film comme ça d'Arsène Lupin où Arsène Lupin dit le garde vient le voir, il délire sur lui, il dit sachez que quand Arsène Lupin est en prison, c'est parce qu'il le veut bien. Donc je me suis fait. Et puis surtout, la réalité, je dis ça pour rire, mais c'était surtout, il fallait que je paye, quoi. Je me disais un jour ou l'autre, ils vont m'attraper, j'avais ma femme, donc voilà. Donc là, pareil, je le raconte mieux dans le spectacle avec humour et tout, mais bon, c'était quand même... Moi, j'y mets de l'humour dans tout ça, mais c'était, de se rendre... Je savais que je risquais une peine à 2 chiffres. Ça faisait déjà 3 fois, j'avais déjà été 3 fois en prison. Donc, je savais qu'ils me connaissaient comme le loup, ils avaient la rage contre moi. Donc, je décide de me rendre en plein jugement. Je me rends en plein jugement. Donc là, je vais vite parce que c'est dans le spectacle. Dans quelles conditions je me rends et ce que je fais au tribunal. Les gens dans la salle, ils éclatent de rire. Parce que à chaque fois, je fais tout. J'y mets les formes, j'y mets aussi de l'humour. Et sans des fois en faire exprès parce que j'arrive... Vous verrez dans le spectacle comment je le raconte. Mais c'est vrai, quoi. C'est du vrai à 100%. Toute la salle mord de rire, tout ça. J'arrive, je fais le spectacle, le show, quoi. Et bon, mais ça n'a pas plu aux jurés. Aux juges, ils m'ont mis 7 ans pour le tunnel, 1 an pour l'évasion, révocation des sursis, 18 mois, 2 ans, tout. Donc je suis monté à plus de 11 ans de prison, presque 12 ans de prison. Donc heureusement, il y avait les grâces présidentielles à l'époque, il y avait quelques grâces, il y avait les grâces présidentielles et les grâces de bonne conduite et tout ça. Donc déjà avec les grâces présidentielles, je suis redescendu à 8 ans et 4 mois. J'ai eu des peines qui ont été effacées, confusionnées aussi, j'ai eu des confusions de peines, tout ça. Donc je suis redescendu à 8 ans et 4 mois, et pour bonne conduite, au bout de 8 ans et 4 mois, ils m'ont sorti au bout de 5 ans. J'ai fait 5 ans plein. Donc j'avais déjà fait 2 ans de petite peine avant, ça faisait quand même 7 piges en tout. Et là, pendant cette détention, j'ai eu l'idée d'écrire mon spectacle.
parce que déjà, pendant ma cavale, tout le monde me disait « David, raconte ton évasion ». Et à chaque fois que je racontais mon évasion, tout le monde mord de rire. Il me disait « La suite, la suite ». Dès que je racontais la suite, il rigolait. Et arrivant en prison, pareil, dans la promenade, c'est glauque, quoi. On est tous là, comme je disais tout à l'heure, on est tous les quartiers ensemble. Là, voilà, tu te rends compte qu'en fait, on vient tous du même monde, quoi. Il n'y a plus de rivalité, trucs comme ça. Il y avait les gars des quartiers d'à côté avec qui des fois on était en embrouille. Et là, on se rendait compte, on s'est soudés, on devenait plus. Voilà, ça, j'aime le dire parce que, tu vois, c'est un message que je lance à cette jeunesse. On se retrouvait sur le terrain de foot en prison ensemble, à jouer ensemble, et alors que dehors, on aurait pu se faire la guerre et on voyait qu'on était dans la même merde, on vit la même chose, quoi, la même misère. Donc là, et c'était glauque, les promenades. Des fois, tu avais 2 heures de promenade, sinon 1 heure. Et ça paraît pas, mais c'est long quand t'es en glauque comme ça, tout le monde, chacun a ses problèmes. L'autre, c'est sa femme, sa mère, ses trucs, j'ai sa peine, il va être passé en jugement, chacun est dans le tracas. Et moi, j'aimais rire, j'aimais rigoler, j'aimais délirer, j'aimais raconter mes histoires. Et tout le monde disait, vas-y David, raconte ton évasion. Je racontais mon évasion, ils éclataient de rire, ils disaient, c'est pas possible, ils ont pas fait ça. Je dis, si, tout. Et là, je mettais de l'humour. Et ils me disaient, la suite. Je dis, ouais, mais si je vous raconte la suite, la promenade, on n'aura pas assez de la promenade. Ils disaient, vas-y. Et je racontais, on rigolait, je voyais le temps qui passait, la porte s'ouvrait, fin de promenade. Et je dis, bon, la suite demain, les gars. Et je rentre en cellule, le mot se faisait, et plus le temps passait, plus il y avait du monde qui descendait en promenade pour écouter mes histoires. Et là, je voyais des jeunes, des plus jeunes que moi, qui m'écoutaient, qui rigolaient, et je me disais, ils vont me prendre pour un dieu, c'est le David Desclos qui s'est évadé, qui raconte. Et je dis, il faut pas que je fasse la même erreur que quand moi j'écoutais les grands de mon quartier qui pareil racontaient leurs histoires, et être fan de ça, et qui embrassent mon parcours et qui font comme. J'avais envie de leur apporter un message, leur dire, les gars, non, la vie elle est pas là. Là, on est en train de foutre notre vie en l'air, on met notre culot, notre intelligence et notre talent dans le mauvais côté de la barrière, on croit niquer le système judiciaire, mais c'est le système qui nous nique. Bien. J'avais envie de leur dire tout ça. Mais je me revoyais moi à leur époque. Si je leur avais dit attention, c'est pas pour te voler, faites pas les gars. Ils me disaient, David, t'es plus marrant là, va faire ta morale à quelqu'un d'autre, viens nous aider à remplir le frigo, après on parle, tu vois. Donc je savais qu'il fallait que je trouve une solution pour continuer à envoyer mes messages avec humour et dérision et tout, et leur faire comprendre qu'on se trompait, quoi. Et donc c'est là que c'est les prémices du spectacle sont voilà, je racontais mes histoires et je plaçais des petits messages, des trucs. Et à la fin de la promenade, les jeunes venaient me voir et me disaient, ah, David, tu nous as fait rire, mais tu le pensais vraiment quand tu disais qu'il faut mettre notre culot, notre intelligence et notre talent dans l'honnêteté, que si c'était à refaire, tu ferais pas tout ça. Je dis, ouais, les gars. Et là, il s'installait comme un espèce de débat, un petit débat. Et il me disait, putain, David, t'as raison, c'est vrai. Je dis, ouais, les gars, faites pas la même erreur que nous. Je dis, regarde, j'avais tous mes potes, on était tous là, les anciens, on avait des 8 ans, des 10 ans, on avait des grosses peines, tu vois. Et je dis, vous avez quelques mois à faire. Profitez du message, les gars. Faites pas la même erreur que nous. Mettez votre culot, votre intelligence et votre talent dans l'honnêteté. Vous allez tout niquer. Dans les quartiers, il y a du fort. Tout ce qu'on met en vendant du bédo, on nous pousse des 50 kilos, 100 kilos, 200 kilos, 300 kilos. C'est toute une stratégie. Il faut faire marcher sa tête pour faire marcher toute cette économie. Cacher le bédo, sans se le faire péter, que ce soit par les gangsters ou par les Schmitt. Le dealer, mettre les guetteurs, les trucs. C'est toute une prise de tête. C'est tout un. Je dis, si, imaginez toute cette intelligence, ce culot, cette talent, si on le met dans l'honnêteté, mais imaginez comment on peut tout déchirer. Et là, il me disait, mais c'est vrai, David. Je dis, ben oui. Et en plus, t'as plus le souci de savoir si à 6 heures ça va taper, si t'es plus sur le qui-vive, t'es dans l'honnêteté, tu mets tout ça dans l'honnêteté. Et j'arrivais à faire. Et je voyais que ça prenait. Les mecs m'envoyaient des cartes postales en me disant, merci David, maintenant je travaille dans ça, je suis rentré dans l'île, je suis en train de tout. Et je voyais que ça. Et je me suis dit, il faut le faire pour ceux dehors. Faut pas attendre qu'ils soient en prison. Donc j'ai commencé à écrire tout ce spectacle. L'idée avait bien mûri dans ma tête. Je dis, non, il y a vraiment un truc de fou à faire. Il faut le faire. Il faut aller sauver tous ces jeunes, tous ces trucs qui vont s'entretuer ou finir leur vie en prison ou truc. Donc comme dit Tommy dans sa chanson, comme le ministère américain disent, la vie c'est pas un film, ça dure pas 1h30, 2 heures et on rembobine. Toi, Tommy le dit bien dans sa chanson. Et c'est vrai. On est là, on croit que c'est la rigolade et tout, on rigole, mais derrière, faut se les farcir les années de placard et tout ça, tu vois. Et sans compter que ceux qui perdent leur vie et tout ça. Donc il fallait envoyer tout ce message. Donc j'ai écrit tout ce spectacle. Je me baladais dans toute la prison avec mes carnets, j'écrivais tout. Je voyais quelque chose qui paraissait glauque, un mec qui descendait au mitard
avec perte et fracas, parce que des fois tu descends au métal, c'est chaud, hein, voilà. Et je voyais tout ça, j'entendais le soir les mecs qui se faisaient fracasser des mecs qui se pendaient, des trucs. Je me suis dit, il faut aller raconter tout ça. Mais ça a été fait dans les émissions télé, dans les films, tout ça. Et je voulais essayer de raconter un petit peu tout ça. Les morts, c'est dur de rigoler là-dessus. Ça, non, tu vois. Mais les choses glauques de la prison, les choses vraiment, les collègues de cellules, tu sais, quand t'es à 2 ou à 3 ou à 4 en cellule, je voulais aller le raconter de façon humoristique pour toucher un large public. Et dans les théâtres. Parce que tous les frérots l'ont fait dans le rap, dans les films, dans les trucs. Mais pour moi, je me disais, on touche pas un certain public, des gens qui n'écoutent pas le rap, par exemple, alors que dans le rap, t'as des super textes. Si on les pose sur la table et qu'on détaille les textes et qu'on les fait écouter à ces gens qui sont du théâtre, qui n'ont jamais écouté, ils seraient choqués par les textes. Il y a vraiment du message. Et je me disais, c'est eux qu'il faut aller chercher. Et donc, à travers le théâtre, à travers l'humour, on va aller les chercher. On va pouvoir leur raconter tout ça. Et donc, c'est là que j'ai écrit tout ce spectacle et tout ça, avec humour, dérision et tout. Donc je suis sorti au bout de 5 ans de prison. Ma femme m'avait attendu. Un gros message pour les femmes qui attendent, pour les mamans, pour les papas, pour les enfants qui vont au parloir et tout ça. Dans mon spectacle, il y a un gros message là-dessus aussi. J'y mets un peu d'humour, mais pas que. Il y a des gens qui sortent de mon spectacle en disant on a rigolé, mais j'ai versé aussi une larme. Parce que voilà, il y a des choses à dire là-dessus, sur les conditions de parloir et tout ça. Les gens les familles qu'on rend malheureux et tout. Donc tout ça, je sors avec toute cette idée en tête, voilà. Et au début, je travaille, j'ai la conditionnelle, je peux pas l'aider, je peux pas le faire tout de suite. Je fais quand même une première scène à Caen et tout, ça se passe pas trop mal et tout. Mais il faut que j'aille en traître à Paris, faire les scènes ouvertes. À l'époque, c'est les scènes ouvertes du Point Virgule, les tremplins du Point Virgule, les Changeman Comedy Club, des scènes ouvertes qu'il y a sur Paris. Je fais les scènes ouvertes et les professionnels me disent, mais il est fou. Il vient raconter sa vie de gangster sur scène, comment il dévalisait les coffres-forts, comment c'était en prison. Ils disent, mais comment il s'est évadé? Il est dingue. Et donc, il me stoppait, alors que ça faisait qu'une minute que je commençais. Et les scènes ouvertes, on est une vingtaine, des fois 10 ou 5 minimum à passer. Et dès que tu entends la clochette ou qu'on te stoppe, faut que tu laisses ta place au prochain. Et le public disait, mais laissez-le, tu vois, parce qu'ils étaient intéressés, ils étaient captivés par l'histoire. Et moi, j'allais les voir après, les premiers. Je dis, mais pourquoi Il me dit, mais tu vois pas ce que tu racontes. Comment tu t'es évadé, comment tu dévalises un coffre-fort, mais t'es un fou. Ça passera jamais, revois ta copie. Je dis, mais si, il y a un message derrière, je sais ce que je fais. Et il comprenait, moi je revenais tout le temps, je revenais. Et donc là, ça commençait à marcher et tout. Mais je suis rattrapé un peu par mon passé, parce que tous mes anciens... j'avais des potes qui étaient encore en prison, mon ancien gang, et il y en avait qui étaient en prison, ils viennent me voir, ils me disent, David, voilà, tu te rappelles, une parole est une parole, nous quand tu étais en cavale ou quand tu étais en prison, on t'a aidé, maintenant c'est à ton tour, on t'a laissé quelques mois voilà, pour te refaire, pour te remettre bien, tu sais, après 50 placards, mais là, il faut que tu viennes nous aider, il faut que tu reviennes à ton tour d'aider, quoi. Et là, j'ai essayé de leur dire, je dis non les gars, j'ai d'autres idées, spectacle, tout ça, théâtre. Ils ont dit, mais il est fou. Ils se sont dit, ils en foutaient de tout ça. Ils voulaient du concret. Et je les ai compris, parce que c'est vrai qu'ils m'ont grave aidé, ils m'ont beaucoup aidé pendant ma cavale. Donc il fallait que je leur rende. J'ai dit, on va pas refaire les banques, on avait fait le shit à haute échelle depuis tout gamin. Notre quartier, c'était la plaque tournante de Normandie, quoi. C'est là même que j'ai rencontré les gars de Sarcelles, tout ça. Faut que je leur raconte tout à l'heure comment, bien dans quelles conditions. Mais et donc j'ai dit à mes potes, on va faire le Tuchy. On avait l'habitude d'aller chercher le Tuchy soit à Paris, soit en Espagne ou au Maroc. Tu vois, ça dépendait. On avait même des plans sur Marseille, ça dépend. On avait beaucoup de plans. On a travaillé avec plein de monde. Je peux raconter même tout de suite qu'à l'époque, quand les premières rencontres avec Sarcelles, c'était en 1993. En 93, je sais pas si toi tu étais trop jeune, mais il y a eu la pénurie de 93. Une pénurie l'été 93, il y a eu une grosse pénurie. C'était très très difficile d'avoir du shit. Tous les quartiers étaient en pénurie. Le quartier qui arrivait à avoir du shit, c'était les rois du pétrole, quoi, tu vois. Et surtout qu'à l'époque, c'était les savonnettes. C'est les savonnettes, dans une savonnette, tu faisais au moins minimum 10-25. Il y en a qui arrivaient à en faire 11, 12. Et alors, c'était des petits 25 grammes, tu vois. Mais nous, on faisait au minimum 10, c'est des beaux 25. Après, les 25, tu les taillais en 12. Ou alors, tu les taillais en parts. Nous, on étalait des vrais chimistes, quand on étalait, on faisait au bain-marie les savonnettes, on les coupait, on étalait.
et on faisait des parts. Donc, voilà, et on vendait 100 francs. C'était à l'époque le franc. 100 francs la part, le 12, le 25, le truc, voilà. Et donc, pénurie totale en 1993, été 93. Voilà, ça a commencé en juin, juillet, voilà. Plus de shit nulle part. Voilà. Et j'ai un pote qui a un plan en Hollande. Il me dit, en Hollande, il y en a encore, tu peux encore en avoir en Hollande. Mais les flics savaient que c'était la pénurie totale. Les flics avaient fermé les frontières, ils attendaient, ils savaient qu'en Hollande, il y en avait. Donc, la frontière hollandaise était très surveillée. Et donc, on monte une équipe et on part en Hollande. On arrive en Hollande, le plan qu'on avait de mon pote, super plan, on arrive à choper quelques kilos. Donc, on savait que si on arrivait à passer les kilos en France, on était les rois du pétrole. Tous les quartiers de France, chaud, hein, vraiment, c'était très très dur. Et on reprend la direction de la France. Et là, on avait quand même des guetteurs aux frontières qui nous ont dit, là c'était pas par cabine téléphonique à l'époque, tout ça, voilà. Et on avait des retours comme quoi ça allait être très très dur de passer la frontière, très très dur. Et avant la frontière, bien avant, on tombe sur des gars dans une station-service. Je vois tout de suite des gars de France, tu vois. Et je sympathise avec eux. C'est des gars de Sarcelles. L'équipe a celui que tu connais, l'homme de l'ombre. On peut dire son nom. Ouais, Salif. Voilà, l'homme de l'ombre. On entend trop son nom ici. La famille. Salif. Et donc, je les croise, je sympathise avec eux. On est en 93. Et eux, ils sont dans le même état que nous. C'est la pénurie totale chez eux, tout ça. Ils sont comme nous. Ils ont réussi à avoir en Hollande. Et eux, ils ont le plan pour passer. Ils savent par où passer. Donc, et là, on fraternise. Une fraternité qui dure depuis maintenant de nos jours. Ils nous filent le plan. Ils nous disent de les suivre. On les suit. Ils nous suivent. Ils ont les voitures relais, voilà, tout ça. C'est un super plan. Et grâce à eux, on arrive à passer par la Suisse, par les trucs. On arrive à passer. Et après, on se quitte. Eux, ils vont vers Sarcelles. Nous, on va en vacances. Mais c'est une super belle rencontre. Super rencontre de malades. Et là, nous, on rentre au quartier. On est de toute la Normandie, voire même la Bretagne, de partout. Hein. On est les seuls à avoir du touchy. On étale en part. On part en part. Tu imagines des kilos étalés en part. Et tous les quartiers viennent. On échange. Et nous, en même temps, à l'époque, on fait les magasins. On pète les magasins de luxe à l'époque. Les parfumeries, les sous-vêtements, les bureaux de tabac, les jeans Levi, les Levi's, tout ça. Enfin, toutes les hautes marques, quoi. Tu vois, on pète. Donc, ça fait que ma tour devient la tour des miracles, quoi. Tu vois, t'arrivais dans ma tour, on était les seuls à avoir du touchy. On était les seuls à vendre du parfum, des sous-vêtements, du tabac, de l'alcool, de tout. Même des chocolats de Noël à l'époque, on avait tout. C'était la tour des miracles, quoi. T'avais tout. Donc voilà, le 43 rue Montcalm, pour pas le citer, c'était ma tour. Le 43 rue Montcalm, la cité des Chétanes, le gang Gilet SD Gang, c'était notre gang au 43 rue Montcalm de la cité des Chétanes. T'arrivais dans cette tour, t'avais de tout, quoi. Voilà. Et on avait sympathisé avec les gars de Sarcelles. Et donc là, Salif, lui, il était en prison à Oni aussi, à ce moment-là, tu vois. Donc c'était son équipe et tout ça, donc tu vois. Et donc on revient à ma sortie de prison en 2005. On avait trafiqué avec tous les gars de Sarcelles et tout ça. On avait toujours le touchy tout en faisant les cambriolages. Et donc je dis à mes potes, on va pas refaire les banques parce que sinon autant laisser notre carte de visite, ils sauront que c'est nous. Je dis on va faire le touchy. Le shit là, on l'a fait depuis tout gamin. Depuis tout gamin, on connaissait le touchy à fond. On va faire. Et on avait un super plan en Espagne. Donc on monte une équipe de Go Fast et tout. Et pendant 18 mois, on fait des allers-retours. Et moi, j'aide. Comme ça me permet d'aider. Ça me permet de payer, entre guillemets, mon amende morale, quoi, de principe, envers mes potes. Leur montrer que, voilà, à mon tour, je les aide. Et donc, j'aide ceux qui sont en prison. J'aide, voilà. Je fais le taf, quoi. Et arrive un moment, je m'en sers aussi un petit peu, moi je m'en remets un peu bien et tout, mais au bout d'un certain moment, je me dis, là, va falloir arrêter, c'est bon, il commence à... Et c'est toujours le dernier voyage de trop, quoi. Je dois partir en Espagne. Avant de partir en Espagne, j'ai mon pote, un de mes meilleurs amis, il vient me voir, il me dit, David, minimum, faut que tu remontes une quantité, au moins 20, 25, 30 kilos. Il faut que tu remontes au moins, parce que là, je suis appuyé sur, j'ai vraiment des gros problèmes, tout ça. Je dis, t'inquiète pas, j'ai dit que je t'aidais, je vais remonter. Donc, je pars en avion en Espagne et les voitures doivent me suivre. Et je suis en Espagne, je passe les premiers jours, et j'apprends que les voitures, ils se font péter. C'est des voitures liées à voler, hein, des grosses allemandes. Ils se font péter à l'aller. Et ils se sont fait péter. Donc mes potes me préviennent, et ils me disent, attends 5, 6, 7 jours, une semaine, qu'on te renvoie une autre équipe de voitures.
Et moi, j'étais foufou, j'étais toujours un très très. Et je dis non, je peux pas. J'ai donné ma parole à l'autre qu'il fallait que je remonte. Et là, je dis à mes potes en Espagne, je dis emmenez-moi dans une grande surface et j'achète une valise. Et ils me disent, tu vas faire. Je dis, on arrive dans le hangar, il y avait presque 250 kilos dans le hangar. Et je dis, remplissez la valise, je vais déjà remonter avec ça. Mais il me dit, t'es un grand malade, tu vas pas remonter. C'était l'époque où il y avait les attentats, 2006, 2007, il y avait eu les attentats en Espagne. Toutes les gares, 2005. Voilà, il y avait eu à les Madrid. attentats. Et donc 2006 et 2007, les gares étaient très 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 surveillées. Tu rentrais dans les gares comme dans les aéroports, ils avaient mis des trucs, les portiques là où ils ziotaient avec leurs trucs, ce qui rentrait, tu vois. Ils me disent, tu passeras jamais. Et je dis, me remplissez la valise, je passerai. Moi, je connais la filouterie toute ma vie, j'ai fait ça, tu vois. Et là, donc, ils me disent, t'es un fou, tout. Ils remplissent sa valise, ils mettent 25 kilos dans la valise. Je dis, amenez-moi à la gare maintenant. Il me dit, mais t'es un malade, hein. Je dis, amenez-moi à la gare. Et donc, j'arrive, alors ça, je le raconte dans le spectacle numéro 2, comment je passe là, j'arrive à rentrer dans la gare par derrière, comme Fernandel, la vache et le prisonnier, quoi, tu vois, avec la grosse valise, tout ça. J'arrive à rentrer dans la gare, en filouterie, tac, à rentrer dans la gare, j'arrive à monter dans un train, hop, et j'arrive en France, avec ma grosse valise 25 kilos dedans. Et là, bon, pareil, c'est dans le 2, je peux pas tout raconter, c'est dans la suite du spectacle. Je me fais péter à la frontière espagnole, à Cerbère, avec 25 kilos de touchy, par la douane volante. Je suis dans le train, je vois les douaniers avec le liseré rouge. Dès que je vois les pantalons avec le liseré rouge, là, je sais que c'est les douaniers, t'es mort, tu vois. Mais la valise, je connais par cœur, dès que je les vois, mais la valise, je l'avais mis dans le truc. Ouais. J'arrive à. Je suis un speed, moi. Non, mais bon, tu vois, j'étais dans le train, tu vois. Mais bon, je suis quasiment le seul dans le train, cas judiciaire, connu comme le bras, tu sais. Ils me mettent en garde à vue, tout le train là, garde à vue, hop, devant le juge, la valise. J'en sais rien, elle est à qui cette valise? Je m'en tout la valise. Mais quand même, mandat de dépôt, en matière de stup, tu vois, ils peuvent te tenir 24 mois en matière de stup. Donc moi, tous les 4 mois, ils me passaient devant le juge, la valise, j'en sais rien à qui est la valise. Tous les 4 mois, ils me renouvelaient le mandat de dépôt, tout ça. Mais tout ça, c'est dans le 2, c'est dans le spectacle numéro 2, je peux pas trop en dire. Donc ils me pètent, je fais 24 mois de placard en préventive et le dossier est pas fermé, donc ils sont obligés de me relâcher. Ils me relâchent à minuit, je la chaffe, tout ça. Ils veulent me faire signer un papier parce qu'à minuit j'étais à Draguignan. Et Draguignan, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de taxi, tout ça, et non-renouvellement du mandat de dépôt. Et le Schmitt, il me dit, dors une nuit ici, tu sors demain matin. Je dis, dans tes rêves, je pars. Et je signe pas ton papier de merde. Je la chave. Donc, je suis parti à minuit. Ah, j'ai réussi je suis arrivé en Normandie, j'étais voir mes potes, je dis, je vous dois plus rien. Ils me disent, non, Vida, c'est nous qui te devons. Je dis, non, vous me devez plus rien, je vous dois plus rien, on se doit plus rien. Ils me disent, ouais, non, t'es un bon. Je dis, les gars, on reste amis, on est potes, frérot, tac, mais je vous dois plus rien, vous me devez plus rien, on est bien. Je vous ai montré que j'ai fait mon taf. Il me dit, ouais, Vida, ouais, frère, toi. Et là, je prends ma femme et ma fille. J'avais ma fille qui est née entre deux, et ma fille, et je pars à Paris. J'ai toujours dans l'idée de faire ce spectacle, d'apporter tout ce message et tout ça, avec humour, dérision et tout. Et au bout d'1 an, je passe au tribunal dans le Sud. J'avais fait 2 ans de préventive. Je passe au tribunal. Et là, ils avaient fait une erreur. Ils m'avaient envoyé la convocation mauvaise adresse, tout ça. Et là, ils demandent 7 ans ferme. 7 ans ferme pour les 25 kilos. Pourtant, j'étais qu'une mule, tu vois. J'étais avec des mecs qui passaient des tonnes, des centaines de kilos. Moi, 25 kilos, j'étais le plus petit. Mais celui qui a le plus gros casier quand même. Donc, ils demandent 7 ans ferme et je prends 5 ans ferme. Mais là, j'avais prévu avec des potes et tout ça. J'arrive à me barrer en courant, je sors du train, je me révade. Je monte sur une moto, pouf, la chave. Et là, je pars en cavale avec ma femme et ma fille. Je suis à Paname. Et rechercher, 5 ans, sur 5 ans, j'ai déjà fait 2 piges, il me reste 3 piges, je sais que je vais toucher un peu de grâce, il va au moins 2 ans, il me reste au moins 2 piges à faire, ça c'est chaud. Je dis, et là, je voulais vraiment m'en sortir honnêtement. Et je rentre comme ambulancier attaché au SAMU de Paris. Et je fais des SAMU dans tout Paris, et le soir, je fais des théâtres et tout ça, j'écris. Là, c'est trop long à raconter, je vais vite. Je suis recherché par tout le monde, je fais des SAMU dans tout Paris, à la Walligen, les motards ils viennent, je monte le SAMU, escorté par les motards sur des SAMU, des trucs. J'apprends tout sur le tas. J'ai jamais fait de SAMU, de trucs de SAMU, de brevet de secouriste ni rien, mais j'apprends tout sur le tas. Et en plus, j'adore le faire. C'est top, quoi. Tu vois, je sauve des gens, tout, des dames qui ont des personnes âgées qui font des AEG. J'apprends comment leur mettre de l'oxygène, tout le tralala, tout. J'apprends tout. Les motards qui m'ouvrent la route dans tout Paris. Je prends tout Paris, tous les sens interdits, tout ça. En ambulance, ils me servent. Je vais sur un SAMU. Hop, je m'éclate en plus. Je m'éclate bien, tout. Et je fais 4 ans et demi de cavale.
en faisant théâtre. Je monte sur scène aussi, je fais mon spectacle, je raconte mon évasion, ma première évasion. Les gens ils disent la suite. Je dis je peux pas, je suis en cavale, je meurs la chave. Les gens ils disent il est taré celui-là. Mais c'est vrai que j'étais un peu foufou, tu sais. Mais l'idée était là, quoi. C'était génial de raconter tout ça avec de l'humour, de la dérision, et j'envoyais des messages. Mais trop fou, voilà. Et les gens ils se disaient. Et donc bon, au bout de 4 ans et demi, je me fais péter à Paris et me mettre à Fresnes. Ils me mettent à Fresnes. Au bout d'1 an à Fresnes, je passe devant une juge et je demande le bracelet électronique pour faire chez moi et j'apporte toutes les preuves. Ils ont fait une enquête à travers la SPIP. La SPIP, elle se rend compte que pendant ma cavale, j'ai fait des SAMU dans tout Paris, j'ai monté une pièce de théâtre, je suis monté sur scène, j'ai fait mon spectacle. Et là, la juge, elle en revient pas. Elle dit, mais elle a jamais vu ça de sa vie. Elle dit, vous avez rien à faire ici. Je vous laisse sortir. J'ai ma femme et mes 3 enfants. J'ai mes 2 garçons qui sont nés pendant ma cavale. Donc, pendant 4 ans et demi de cavale, 2 autres fils qui sont nés. Et donc, elle me dit, je vous laisse sortir avec le bracelet électronique et tout. Et là, je sors, bracelet électronique, tout. Je suis toujours, faut le dire, toujours en connexion avec Salif pendant tout ça, moi. Parce que Salif, lui, on se retrouve en prison en 2000 à Caen, ensemble. Donc lui, là, le Sarcelles, Pirozé, comme par hasard, il fout de Salif à Caen, dans ma prison où je suis. Et donc là, on sympathise encore plus, quoi. On fraternise. Et donc lui, il arrive à sortir en provisoire. Et il part en cavale. Il part en cavale à New York. Et donc pendant que moi, entre chaque cavale, pendant que je suis en prison, lui il est en cavale à New York, quand moi je ressors, il est toujours en cavale, donc on s'entraide, on s'aide, on se lâche pas, quoi. On est vraiment, donc c'est ce qui se passe. T'étais connecté avec lui? Ah, toujours. Tout ce que je raconte, Salif est toujours connecté, tac, on fait, toujours. Et je vais à Sarcelles, tout ça, c'est là que je rencontre Sunsi, Papy, toute la clique, tout le monde, sûr. Brother, voilà, c'est tout, donc ça, Sarcelles est tout le temps là. En fait, pour moi, je dis toujours, on a jumelé Sarcelles, Pirozé, ça a été, on vivait la même chose. Et donc moi, quand je sors sur cette dernière peine de Fresnes, je travaille et Salif est à New York, il est en cavale, donc on s'entraide toujours, on est toujours ensemble, toujours avec tout Sarcelles et tout ça. Et donc moi, je remonte le spectacle. Écrou de rire, je refais les scènes ouvertes et tout ça, ça commence à prendre. Et j'ai l'idée d'écrire une mini-série des pastilles avec humour et dérision sur la cellule et tout ça. Et je dis à Salif, il y a un rôle pour Stomy là-dedans, j'aimerais bien le montrer. Et il me présente Calbo d'Arsenic. Calbo qui dès le début est là aussi, Calbo d'Arsenic qui fait un grand respect pour Calbo. Bouboule du secteur A, Bouboule, grand respect pour. Donc il me présente déjà tout cela et donc il me présente par l'intermédiaire de Papis, il me présente aussi Stomy. Donc parce que Papy c'est toujours en. Tu connaissais pas à l'époque Stomy? Je l'ai connu sur ma dernière peine. Je le connaissais, on s'était croisés parce que moi j'ai mon cousin Laurent Chédry qui était des Actuelles Forces et quand j'allais à Paris, groupe de break mythique, j'allais à Paris, j'allais à la Chapelle, truc comme ça. On a dû se croiser, Stomy. Tu sais, voilà, il y avait pas que lui, le groupe Assassin, tout ça, et voilà. Donc, mais là, dans cette histoire de banditisme, Stomy, non, de nom, on se connaissait de nom. Et donc, quand j'écris ces pastilles, je dis à Papis, il m'avait déjà présenté Bouboule, j'avais déjà connu Bouboule, Calbo, tout ça, voilà. Et Kenzie, bien sûr, toute la clique. Et là, je lui dis, présente-moi Stomy. Et donc, Stomy vient au théâtre du gymnase et on écrit un premier épisode ensemble. Et là, on avait l'impression de se connaître depuis 20 ans. Normal, on avait vécu les mêmes choses. Moi, j'avais vécu avec Sarcelles, Salif, tout ça. Lui, pareil, Sarcelles, tu vois. Et moi, la Pirozé et tout. Et donc là, on écrit le premier épisode et on rigole, on s'échange des trucs, mais comme si on se connaissait depuis 20 ans. Et au lieu d'écrire un épisode, on en écrit 5. On n'arrête plus et tout. Et je lui dis, viens voir le spectacle. Je jouais au Sceaux Gymnase à l'époque, là-haut. Il vient voir le spectacle, il kiffe le spectacle, mais il se rend compte qu'il apporte son côté professionnalisme aussi. Il me dit, David, il est super ton spectacle, mais faudrait remanier des choses, parler plus de Nora, par exemple, le côté de la femme en prison, tout ça. Il remanie un peu l'écriture, il apporte la mise en scène, il apporte tout ça, et puis il soutient, quoi. Il soutient le truc, il est avec moi à fond, quoi. Et ce qu'il fait, il met son nom sur quelqu'un qui est pas connu, qui apporte quand même un truc de banditisme sur les planches que tout le monde dit il est fou. Donc lui, hop, il
il vient soutenir tout ça. Je Quoi, suis obligé de t'interrompre 2 Ouais. secondes. Et d'un point de vue business avec Stomy, justement, comment ça se passe? Parce qu'encore une fois, ouais, effectivement, tu avais une histoire qui est très deep, très lourde. D'ailleurs, je bois tes paroles là, depuis tout à l'heure. Mais lui, il met les projos sur toi un petit peu. Ouais. Businessment, c'est quoi? C'est du 50-50? Non, au C'est début. du 60-40? Au début, 50-50, quoi. 50-50? On est 50. Dès l'instant où il est rentré dans la partie, il m'a aidé à peaufiner l'écriture, à la mise en scène. Il met ses couilles sur le bio pour me mettre dans sa lumière et tout ça. Donc, le travail, il vient avec moi dans toutes les petites scènes, dans tout Palin et tout, dans toute la France. On prend le train, voilà, et il soutient. Donc, c'est normal, quoi. Moi, on a toujours fonctionné comme ça. C'est bien. On vient de la rue, quoi, tu vois. Bien Voilà, c'est comme ça. Et sans compter, faut parler aussi de Salif et tout le monde, quoi. Moi, je cite Salif, Calbo, Bouboule, Stomy, Papis, Brother, Sunsi, tout ça, tout le monde, tous ceux qui soutiennent depuis le début. Moi, j'étais celui qui était sur scène, mais j'oublie pas. Et puis sans oublier ceux de Caen, le grand Nabil, toute la clique de Caen. Là maintenant, justement, comme c'est en train de monter, on est en train justement de mettre tout ça sur la table, de tout bien mettre. On a une boîte de prod avec Stomy et un autre pote à moi. Là, j'ai d'autres personnes qui rentrent de Caen, des investisseurs comme Christophe Gonzalez, comme Jean-Marie Yvonnet, des trucs comme Marie-Ange Larosa, Véronique Guimard. Il y a beaucoup de monde qui rentre dans la partie, qui viennent, qui aident depuis le départ, quoi, qui croient en moi. Donc, on a tout mis sur la table. Et moi, je suis quelqu'un qui a de la mémoire, je suis quelqu'un de principe, droit, quoi. Donc, toutes ces personnes que j'ai citées, voilà, ils ont des intérêts dans tout ça. Voilà, ils le savent. C'est pour ça qu'ils soutiennent. C'est pour ça qu'ils sont derrière moi. C'est très très important. Moi, au maximum, par exemple, quand j'avais fait un plateau chez Hanouna, la première chose que je dis, c'est, je les cite, quoi. Les frères Keita, Bouboule, Kenzie, Stomy, Calbo, tout ça, Véronique Guimard, Jean-Marie, Marie-Ange, Christophe Gonzalez, tout ça, je les cite tous, quoi. Je les cite tous parce que et ce qu'il faut aussi reconnaître, c'est que la plupart, ils le font pas pour toucher quelque chose. Ils viennent me voir, ils me disent, non David, je pense à Pika le Frangin, tout ça, il y en a plein. Ce serait trop, c'est dur de me faire citer les noms parce que j'ai peur d'en oublier à chaque fois. Mais la plupart, tous, c'est parce qu'ils croient au projet, à la cause. Ils ont vu le spectacle et ils savent que à travers ce spectacle, il y a un message pour toute cette jeunesse, pour tout, qu'on sauve des vies, qu'on sauve des années de prison aux jeunes, on va dans les prisons et tout. Donc, tous ceux qui m'apportent cette force, tous ces noms que j'ai cités, la liste est longue, et ils le font pas pour toucher. Ils savent très bien qu'une fois que ça va péter, que si ça pète, qu'on arrive en haut on a de la mémoire, on est des gens carrés, on mange tous ensemble. Mais voilà, là dans la boîte de prod, il y a Stomy, il y a Salif, il y a moi, il y a les investisseurs que j'ai cités, tout ça. Donc on est tous ensemble. Et tous les autres, s'il fallait que je cite tous ceux qui ont apporté leur pierre à l'édifice, la liste est longue, mais ils l'ont pas fait pour l'argent, ils l'ont fait parce qu'ils croient au projet. Ils veulent aider la cause. C'est une cause. C'est bien. C'est très très important de comprendre ça, parce que ce qu'on fait dans les prisons, dans les quartiers, on est demandé là, on en est à une quinzaine de prisons de France. On doit aller dans toutes les prisons de France. Dans les quartiers de France, les PJJ, les protections judiciaires de la jeunesse, tout ça, eh ben, ils le savent. À partir du moment où ils sont venus au spectacle, qu'ils ont vu le spectacle, ok, ils ont rigolé, mais ils ont surtout compris le message. Et à partir de là, ça parle plus. Ils disent, David, on est avec toi. Même des anciens de mon gang qui sont venus, ils ont vu le spectacle, ils ont dit, ah non, David, c'est trop lourd. Il y a un super message dans tout ça. La cause est trop belle. Donc, on parle même pas d'argent. Tu vis de quoi aujourd'hui? Intermittent du spectacle. Grâce à Véronique Guimard, j'ai réussi à avoir mon intermittence du spectacle. Grâce à des investisseurs que j'ai cités comme Christophe, comme Jean-Marie, comme Marie-Ange et tout ça, qui m'aident de temps en temps. Parce que, en fait, c'est un coup de malade. On parle comme ça. Si on faisait une émission où je raconte, où on se mettait à détailler ces 5 dernières années de production, de trucs, parce qu'au début, t'es pas connu, t'arrives, on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, et on te fout dans une salle avec on dit un ancien bandit qui raconte sa vie au théâtre du gymnase,
ou au Jamel Comedy Club, ou au Bobino, au Palais des Glaces et tout, les gens, déjà, ça fait un peu peur. Ils disent, un ancien bandit qui raconte sa vie, les gens, ils disent, ah, qu'est-ce que c'est que ce bandit est-ce qu'il y a une place pour les victimes? Ils ne savent pas qu'il y a une grosse place, parce qu'on parle depuis tout à l'heure, mais dans le spectacle, il y a une grosse place pour les victimes. Quand on arrive dans les prisons, dans les quartiers, on amène des victimes avec nous qui racontent leurs séquelles et tout ça. Mais les gens, ils ne savent pas. Donc c'est très très dur de les faire venir, de leur dire vous allez rigoler sur une histoire de bandit. Ils vont dire non, c'est pas politiquement correct. Et c'est quand ils viennent qu'ils se rendent compte. Les monsieur, madame, tout le monde. J'ai fait des salles dans toute la France et même à Paris. Des monsieur, madame, tout le monde qui n'ont jamais connu le truc du banditisme. Ils viennent me voir à la fin en me disant mais c'est génial. Le message pour les victimes, pour les jeunes, pour tout ça. Mais ils se rendent compte à quel point c'est génial. Mais pour les faire venir, il faut de la communication, il faut du travail, il faut du truc. C'est beaucoup, beaucoup d'argent qu'on n'avait pas. Et que c'est justement ces personnes que j'ai citées qui sont venues voir le spectacle, qu'ils ont compris la cause. Et avant même de savoir, comme Véronique Guimard, comme Christophe, comme Jean-Marie, comme Marie-Ange, qui ont mis de l'argent sur la table, et ils n'ont pas cherché à récupérer dans un premier temps leur argent. Ils y pensent même pas à l'heure d'aujourd'hui. Ils me disent non, David, on croit au projet. On se rend pas compte à quel point il faut quand même beaucoup d'argent. Et donc toutes ces personnes qui nous aident encore aujourd'hui, dans un premier temps, ils embrassent la cause, ils veulent nous aider pour la cause. Bien sûr, ils savent, tout le monde sait que si ça pète, il y aura de l'argent à prendre. Mais cet argent, en fait, tout le monde le sait, elle est réinvestie dans la communication, dans un truc, parce qu'on veut aller très loin dans cette communication, on veut sauver le maximum de jeunes. Et donc, moi, à l'heure d'aujourd'hui, je suis conscient que si ça pète un jour, on peut prendre pas mal d'argent et que tout le monde sera récompensé à son niveau. Voilà, moi, je le sais. Vraiment, à partir du moment où moi, j'arrive à vivre, voilà, je cherche pas non plus à être multimillionnaire. Excuse-moi de t'interrompre, David. Je veux pas rentrer dans... C'est très personnel, je veux pas de chiffres. Ouais. Mais tu vis bien? Je vis bien. Je commence à vivre normalement. C'est pas. J'ai par moment, j'ai des mois qui sont très difficiles, mais je me plains pas. Je me plains parce que je viens de la merde. Je viens d'en bas. Et quand j'ai quand même une femme, 3 enfants, un loyer, et l'intermittence du spectacle, c'est très dur. On faut pas oublier qu'on sort de 2 ans de Covid, où on n'a pas bossé, on a eu un peu d'aide, un peu de trucs et tout. S'il y a des moments qui sont très très durs, mais je m'en bats les. Je viens de la merde totale où on n'avait rien. Donc maintenant, moi, ce que je veux surtout, c'est que mes enfants soient bien. À partir du moment où mes enfants vivent bien, voilà, ma femme aussi, mes enfants, ma famille, voilà. Je peux pas dire à l'heure d'aujourd'hui, ça y est, je suis millionnaire, je suis bien parce que je passe à la télé, tout va bien. Non, c'est très dur, c'est dur. Mais j'arrive, j'ai des bonnes personnes derrière moi, j'arrive à faire des dates je vis pour l'instant comme un citoyen normal, quoi. Je suis pas non plus dans la misère totale, on vit bien. On vit, voilà. Même quand il y a des moments qui sont un peu plus difficiles que d'autres, hop, on arrive. Voilà, mes enfants manquent de rien, ils sont dans des bonnes écoles, voilà. Et ça me permet d'être un peu plus zen pour pouvoir faire ce que je fais. Et voilà, donc. Et ça me permet surtout de faire cette cause, de me battre pour cette cause, pour sauver le maximum de jeunes. C'est très très important. C'est ça le plan. Et surtout, il faut comprendre aussi, c'est quelque chose de très très important. Pourquoi c'est difficile? Ça aurait pu être plus facile si j'étais venu avant. Mais ça, je voudrais essayer d'expliquer quelque chose qui est très 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 important. J'y pense tous les jours depuis des années. Je suis arrivé au mauvais moment. Il y a quelques années, on va dire il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, même il y a 30 ans, aider les jeunes qui sont en prison ou dans les quartiers, c'était le bon moment, il y a 10, 15, 20, 30 ans. Parce que l'opinion publique était pour. Je m'exprime peut-être très mal, mais je vais aller au bout de ce que... Et on va peut-être me comprendre. En fait, depuis des centaines d'années, il y a un cycle qui se fait, qui est toujours pareil. Émile Rousseau a fait ces choses pour les pauvres. Tu peux prendre le livre L'éducation d'Émile, des choses comme ça. Voilà. Après, tu as eu Victor Hugo, Les Misérables et tout ça. On envoyait les gens au bagne. Il y a eu le temps du bagne et tout. Albert Londres a alerté l'opinion publique. Donc, au début, c'est sévère.
c'est sévère, sévère, sévère. Puis t'as des mecs comme Victor Hugo ou Albert Londres ou quoi que ce soit qui se battent pour l'abolition des bagnes et compagnie et tout ça. Et hop, on va dire, entre guillemets, la gauche, on va vers le mieux. Hop, on va aider ces jeunes des quartiers défavorisés, on va les aider, on va apporter. Et après, on repart dans le rouge. Hop, non, on les a trop aidés. La petite roquette à Paris, tout le monde, personne connaît, mais tu vous tapez sur Google la petite roquette. On enfermait les gamins dès 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, avec des sacs sur la tête pour qu'ils aillent en promenade sans qu'ils se voient. C'était très très dur. Après, donc, l'opinion publique a été alertée. On a stoppé la petite roquette. Tu vois, et il y a eu le temps de la gauche, Mitterrand, tout ça, qui a apporté tout ça. En fait, c'est un éternel recommencement. Et là, je suis tombé dans le moment où c'est pas politiquement correct de dire on va aider les jeunes, on va ceci, on va ça. L'opinion en ce moment, ces dernières années, dit non, il faut les tabasser, il faut leur mettre des peines, retourner comme au temps du bagne. En fait, on revient en arrière. On se rappelle pas que tout ça a été fait. C'est comme si du jour au lendemain, on voulait arrêter l'électricité et se vivre à la bougie. Alors que non, on a l'électricité. Donc tout ce qui a été fait de moderne, on veut le balayer. On veut revenir à l'ancienne, c'est-à-dire rouvrir les bagnes, la petite roquette, renfermer dès 5, 6, 7 ans, 8 ans, des jeunes, hop, les exploser, tout ça. Parce que oui, c'est vrai, je regarde la télé comme tout le monde, c'est vrai que c'est dur, dans les quartiers on voit. Mais j'ai connu quand même une époque, et ça personne ne le dit à la télé, j'ai connu de l'époque, t'es peut-être trop jeune, mais où il y avait... Tu descendais dans le métro parisien, c'était les bandes. Les DSP, les JSK, les Black Panthers, les trucs comme ça. C'était très chaud à l'époque. Nous, dans tous les quartiers de France, t'avais des bandes. T'allais dans les quartiers, tu te faisais savater. C'était l'époque des doudounes chevignons, l'époque des baskets, des trucs. Les mecs, ils partaient du métro ou même ils traversaient les quartiers, ils repartaient sans les doudounes, pieds nus, en chaussettes. Et c'était la dépouille. Maintenant, dans les métros, t'as des caméras partout, t'as des vigiles, t'as des policiers. Tu prends le métro maintenant un peu plus zen, quoi. Même si des fois il y a encore quelques petites erreurs. Avant, c'était constamment ça. C'était très chaud. C'est le temps des bandes à l'époque. Voilà, c'était très très chaud. Il y avait plus de tchouraves, les vols de voitures à l'époque. Moi j'ai connu les 205 GTI 1,6 litre, 1,9 litre, ça tchouravait les BMW, les trucs comme ça, on tchouravait, on allait faire des marches arrière dans les vitrines et compagnie. On arrachait avec les trucs, on arrachait l'école, les distributeurs, les trucs comme... Mais des braquages en pleine rue, t'avais des mecs avec fusil à pompe en pleine rue, ils arrachaient les trucs, c'était très chaud. Mais tout ça, comme à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, les téléphones portables, les gens n'ont pas d'image là-dessus. S'il y avait eu les téléphones portables à mon époque, même la génération même au-dessus de moi, même encore, mais les gens, ils seraient traumatisés par ce qui se passait. Il y avait des commissariats qui brûlaient, moi, mon commissariat de mon quartier, il a brûlé, tout ça, ça cramait. C'était pas des mortiers sur les fenêtres du commissariat. Donc, à toutes les époques, c'est chaud. Là, oui, c'est vrai, c'est chaud. La nouvelle génération, elle est très virulente, elle est très chaude. Mais là, à mon époque aussi, il y avait mais sauf qu'il n'y avait pas de portable, c'était pas filmé, c'était pas. Donc là, je suis tombé dans un moment où j'arrive avec mon spectacle, où l'opinion publique dit non. Je suis un peu écouté par certains membres du ministère de la Justice. Et quand les gens viennent voir le spectacle et qu'ils se rendent compte, qu'ils disent ah ouais, il y a un sacré message, il y a vraiment un beau travail à faire. Mais si j'étais venu il y a 10 ans, 15 ans ou 20 ans, ça aurait été plus facile. Parce que je serais tombé dans le moment où ils étaient pour la réinsertion, ils étaient pour la prévention, pour aller aider les jeunes. Alors qu'aujourd'hui, c'est mort. T'as des mecs, on va pas citer les noms, des politiciens en ce moment qui font campagne en disant limite faut rouvrir les bagnes, faut les enfermer, s'il va au bout de ses idées, autant murer les cités et les mettre tous en prison des bébés, quoi, tu vois. Donc c'est ça qui fait du mal dans pourquoi je galère. Je vais communiquer sur venez voir mon spectacle, je fais de la prévention, de la réinsertion, je vais dans les prisons, je sauve des jeunes, je me dis c'est bon. Par contre, dans peut-être 50 ans, une fois qu'on va qu'ils vont le faire, parce qu'ils vont le faire, ils vont rouvrir des camps, ils vont ouvrir plus de prisons que d'écoles, ils vont tabasser, mettre des peines de malade, comme aux États-Unis, tu voleras un vélo, tu prendras 20 ans, des trucs comme ça, comme au temps du bagne à l'époque. Ils vont revenir comme au temps du bagne. Ils vont le faire.
Et au bout de 50 ans ou 100 ans d'avoir fait ça, et ben là, les gens vont dire, et un Albert Londres ou un Victor Hugo va apparaître, voilà, va réalerter l'opinion publique en disant, mais regardez ce qu'ils vivent les jeunes. Ils naissent pauvres, dans de la misère la plus profonde, et ils sont enfermés très jeunes, à des 20 ans, des 25 ans, comme autant Dieu. Et là, les gens vont dire, non, mais nos pères ont été fous de faire ça. Et là, on va arriver dans le cycle où ils vont être dans la réinsertion, la prévention, dans le genre... Et donc, mais moi, ce sera trop tard, je serai mort. Donc c'est pour ça, j'y pense toujours, tout ce qu'on fait, ce que j'ai fait avec Stomy, ce qu'on fait avec Salif, avec Calbo, avec tout le monde, tous ceux qui croient en tout ça, le ministère de la Justice qui me laisse aller dans les prisons le faire, des gens, je rencontre des personnes, des éducateurs, des PJ, qui eux, y croient, se rendent compte, sont à fond dans tout ça. Mais on n'a pas la majeure de population avec nous. C'est bien de le dire, David. C'est très bien de le dire. C'était important. Franchement, ton histoire, elle est deep, hein, David. Hein. Je t'assure, elle est deep. On sourit. Moi-même, j'ai vu ton spectacle, hein, que je conseille à tout le monde d'ailleurs, mais il reprendra bientôt. Et je reviendrai une seconde fois. On reprend là quelques dates à l'Apollo Théâtre. Dès le week-end, 21-22, là, on fait quelques dates. Là, le week-end prochain, à l'Apollo Théâtre. Après, il y a le 4 aussi à l'Apollo Théâtre, le 4 février. Mars aussi, il y a des dates. Sur Billet Réduc, il y a toutes les il y a toutes les dates. Après, on revient au Théâtre du Gymnase. Le Théâtre du Gymnase, que c'est la maison mère. Le Théâtre du Gymnase, je peux pas. Il faut à tout prix. Je peux pas ne pas parler de Monsieur Bertin, Dominique Coube, du Théâtre du Gymnase qui m'aide beaucoup. Qui est derrière moi. J'ai cité Calbo, Stomy, Salif, Papis, tout le monde, le Grand Nabil et tout ça, Véronique Guimard. Mais le Théâtre du Gymnase est très important. Ce qui Monsieur Bertin, Dominique Coube et tout le monde, tout Tassetine, tout ce qu'ils font, c'est très. Je suis soutenu, quoi. Pour ça, je dis, c'est vrai que il y a 10, 15, 20 ans, 30 ans, j'aurais été plus soutenu que ça. Mais j'ai quand même le ministère de la Justice, là, je suis conqué, ils veulent nous faire la tournée des prisons. On a tout un gros projet. Donc, c'est très, très, très dur. Vraiment très, très dur. Mais c'est on ouvre les portes, on y va, on se bat, on le fait, et on ira au bout, parce que des mecs comme Salif, comme Stomy, comme Calbo, comme je vais pas tous les citer, ils appuient, quoi. On appuie, et on a ces personnes comme Jean-Marie, Marie-Ange, tout ça, Christophe et tout ça qui nous aident, qui font ce qu'ils peuvent, qui grâce à eux on peut faire tout ça. C'est bien, Voilà. c'est bien en tout cas de mettre ces gens en avant. Ça c'est montre important. ta générosité, la générosité qui Et t'habite. il faut que je cite quelqu'un de très très important, j'espère que tu pourras avoir la place de le dire, mais ce que fait Cyril Hanouna, et son équipe, Lionel Stan, il apporte vraiment. Là, on est sur l'écriture de la série, tout ça. Cyril Hanouna, moi, j'ai découvert le bonhomme comme ça. Franchement, c'est un mec, un cœur comme ça, quoi. Donc, grand big up à Cyril Hanouna et toute son équipe. Quand tu regardes quand tu vas sur Internet, tu vas sur YouTube, tu tapes David Desclos, Melty, l'émission Melty du web qui a fait beaucoup de vues, mais Cyril Hanouna, quoi. Et je vais pas les citer parce que peut-être qu'ils me rouvriront des portes bientôt, j'en sais rien, voilà. Mais j'ai essayé de taper à d'autres portes. Et ben, beaucoup sont restés fermés, quoi. Et quand tu retapes David Desclos, tu vois ceux qui nous ont ouvert. Cyril Hanouna est en premier, et il a, il faut le dire, il a embrassé la cause. Il a compris, il m'a laissé le plateau, il m'a fait du bien. Et ce que tu fais là ce soir, t'as vu, quand t'es arrivé, t'as dit, David, merci d'être là. T'imagines pas comment moi je te dis merci, parce que de nous ouvrir, de venir pouvoir parler de tout ça, de dire qu'il y a ce spectacle, qu'on est en train de faire ça. Il y a le spectacle avec Stomy Bugsy là, sur la révolte des tirailleurs sénégalais. Un jour Gérard Détroit qui reprend au mois de mars. Tu recevras Stomy, il viendra en parler aussi. Donc, tu vois, c'est quand un média, que ce soit toi ou Cyril Hanouna ou BFM TV ou Melty ou quoi, qui nous ont ouvert, qui nous ont laissé venir parler de tout ça, moi je vous dis merci, parce que je l'ai dit, on est dans une période où c'est pas possible. Regarde les plateaux télé, regarde, ils veulent pas en parler, ils veulent pas parler de tout ça. Tu te rends compte que on va dans les prisons. Je suis un ancien bandit, j'ai fait 10 ans de prison, évadé 2 fois. J'ai fait le Bobino, Palais des Glaces, Jamel Comedy Club, Théâtre du Gymnase, bien sûr, en tournée dans toute la France. J'en suis à une quinzaine de prisons. Protection judiciaire de la jeunesse. Bobino, Palais des Glaces, Théâtre du Gymnase, en tournée dans toute la France. Enfin, voilà, dans les prisons de France. Allez voir sur Internet
quel plateau télé nous a invités pour parler de tout ça? Mhm. Parce que je l'ai dit, on est tombé dans la mauvaise période. Ils veulent pas. Mhm. Ils pensent qu'on est là pour faire l'apologie du crime. Exactement. Et je vais pas citer le nom, mais t'as un braqueur assez célèbre qui a fait des plateaux télé il y a quelques années et qui après s'est fait attraper et il a fait la tournée des plateaux télé, il s'est fait attraper et puis il s'est fait attraper sur un gros braquage où il y a une mort et tout ça. Et donc ça a fait du mal parce que là ils se sont dit ah ouais non ok David Desclos il fait la tournée mais ça se trouve moi je vois sur les commentaires des fois un zèbre regardera toujours ses lignes qui a volé volera qui a piqué piquera des trucs comme ça, ils disent non il est récupérable nanani, nanana. Donc ils ont peur, ils sont frileux, ils se disent on va lui ouvrir nos plateaux télé puis si dans 2 semaines ou 2 mois ou 2 ans ou 3 ans plus tard on le voit il est en prison on se dit ah vous avez vu ce que vous avez fait donc j'arrive un peu à comprendre ça, mais même pour ce braqueur qui s'est fait attraper, moi je dis il faudrait aller gratter, aller voir son histoire aussi. Parce que, ok, j'ai une grosse pensée pour la personne qui est morte. La policière qui est morte, c'est vrai que moi, voilà, c'est pour ça que j'arrive dans mes spectacles. Il y a un gros message pour les victimes. Je le crie tout et tout fort. Gros message aux victimes. Et bien sûr qu'on pense aux victimes en premier. Venez voir mon spectacle et vous verrez en sortant. On en parle après, vous allez voir le message qu'il y a pour les victimes. Je vais dans les prisons, j'emmène des victimes avec moi. On fait des échanges entre prisonniers et victimes. On apporte la justice restaurative. C'est très important de le dire. Si on le dit pas, ils vont dire c'est un ancien body, il vient fanfaronner tout ça. Non, ce qu'on apporte avec les victimes, la justice restaurative, le ministère de la Justice nous suit, l'éducation nationale nous suit, parce qu'on fait des débats avec les élèves, avec les victimes, avec les détenus, les victimes, les mecs des quartiers avec les victimes. Les victimes viennent expliquer ce que c'est les séquelles qu'ils ont eues après un cambriolage, après un braquage. Ils viennent, il y a une grosse place pour les victimes. Une fois tout ça dit, une fois qu'on a bien martelé ça, qu'on l'explique au peuple, que voilà, on vient pas faire de la fanfaronnade et que c'est ok, on rigole dans mon spectacle, c'est écroué de rire, le spectacle est quoi, mais il y a un gros message. Eh bien là, ensuite, je reparle des gars qui sont en prison, des gros braqueurs qui ont fait l'actualité et tout ça. Moi, je pense qu'il faut aller travailler avec eux parce que ils ont un gros message à passer aussi. Vous avez un mec comme Antonio Ferrara qui est en prison là. Ça fait plus de 20 ans qu'il est en prison. Ok, il a fait des victimes, voilà, il est en prison, il paye sa dette. Mais arrive un moment, il va sortir. Là, je me suis renseigné, il devrait sortir d'ici 2 ans, 3 ans, peut-être 4 ans. Regardez 5 ans derrière et 5 ans devant. Lui, s'il nous écoute, il va dire c'est long. Même s'il lui reste 1 an, 2 ans ou 3 ans, c'est toujours long. Et surtout les fins de peine, c'est très très dur. C'est très très dur. Faut le comprendre. On a parlé des victimes, hein, je le répète. On a parlé, mais là parlons de lui. Il va sortir. C'est le Mesrine des temps modernes. Toute la jeunesse des quartiers le connaissent, Antonio Ferrara. Et il pense, toute la jeunesse s'identifie à lui. Je veux faire comme Antonio Ferrara, je veux péter des fourgons blindés, je veux faire nanana. C'est le roi, le king qui sort. C'est le king. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que pendant ces années de détention, il a une femme, il a des enfants, il a eu les parloirs familiales, donc grâce à ça, il a réussi à avoir des enfants. Le gars, il a pris de la maturité, il a pris conscience de tout ce qu'il a fait, tout ça. Si la justice, l'État, les médias se penchaient sur son cas et qu'ils allaient le voir en lui disant « Écoute, tu vas bientôt sortir, viens avec nous, aide-nous, viens apporter des messages à toute cette jeunesse qui s'identifie à toi. Bien sûr. Viens avec nous, viens faire des débats avec nous, montrer dans les quartiers, dans les prisons que la vie c'est pas ça, que la vie c'est pas 1h30, 2 heures et puis on rembobine, que là t'as des années de prison derrière toi, ta femme elle a galéré, tes enfants galèrent, et au lieu de te faire tes 1 an ou 2 ou 3 ans, 4 ans qui te restent, on te met le bracelet, on t'amène, on te sort, et tu participes à cette réinsertion, à faire de la prévention, un truc. Là, non, ils le laissent. Et ils vont le laisser sortir sec comme ça. Le mec, j'espère pour lui, hein, qui va s'en sortir, qui va sortir du banditisme et tout ça. Mais je pense qu'il y a mieux à faire avec lui que de le laisser sortir sec comme ça et qu'il sorte comme un king. Et c'est un king. Parce que je pèse mes mots parce que ils vont dire non, toujours les victimes, tout ça. C'est un king au niveau de la jeunesse, au niveau des jeunes, même toutes les générations confondues. Quand on a vu ce qu'il a fait, l'attaque au fourgon blindé, on dit ouais,
c'est le grand Antonio Ferrara, comme on a kiffé Misrine à l'époque. Mais derrière, il y a des années de malheur, il y a des années de prison, il y a des victimes, comme on l'a dit, voilà. Donc tout ça, il faut le mettre sur la table, je pense. Il faut aller le voir, le gars, et discuter avec lui. Lui dire, écoute, on va faire en sorte que tu fasses pas tes dernières années, mais tu vas venir avec nous et tu vas apporter ton témoignage. Il s'agit pas de collaborer avec la justice, il s'agit de venir dans les prisons, faire le tour des prisons, le tour des quartiers pour le mec, un peu ce que je fais moi aussi, tu vois. Quand je suis retourné dans la prison où j'ai fait toutes mes années de prison de ma ville, je suis retourné, j'ai fait mon spectacle et je fais des débats et j'ai pas honte de dire que je me suis trompé. J'ai pas honte de dire, non les gars, non, faites pas comme moi. Il y a des années de prison derrière. Il y a ma famille qui a souffert, ma mère, ma femme, mes enfants, mon père, paix à son âme. Tu vois, je dis non. Et donc, il y a un beau travail à faire avec ces gars-là. Ça sert à rien de les laisser pourrir plus longtemps. C'est bien. Mais il faut certaines personnes, certains qu'on voit sur les plateaux télé, diront que je suis un collaborateur des jeunes blonds yeux bleus français, Nadal Barbia Mler, Nadal Barbia. Ils se disent ouais voilà le mec il a collaboré avec les Renois, les Rebeux, c'est un peu, ils vont dire alors que non. Moi, quand j'entends sur les plateaux, je dis, mais si vous imaginez pas la richesse qu'on a dans nos quartiers, d'avoir vécu au-dessus de moi, il y avait un Tunisien, Zaïrois, Congolais, Algérien, tout ça. J'ai mangé des couscous, des trucs, des mafés, ce qu'on a vécu, d'avoir, voilà, la langue, le truc, tout. C'est une richesse dans les quartiers de malades. Ce qu'on s'apporte entre nous, ce que les mecs, ils allaient au bled, ils revenaient du bled, ils nous racontaient tout ça. Ils te font voyager, ça tue de ouf, quoi. Et donc, la France, c'est Black Blanc Beurre, c'est ça. C'est pour ça que j'ai fait ce spectacle sur les tirailleurs sénégalais, sur ce qui s'est passé à Tiaroy, le massacre de Tiaroy, montrer tout ça, apporter tout ça. Et donc, et je pense que voilà, la France, dans sa majeure partie, elle aime tout ça. Elle est Black Blanc Beurre à mort. Quand tu vois, regarde ce que Zidane, l'équipe de France, on les kiffe, tout ça. Donc, et cette minorité qui a grandi un petit peu, il y a moyen de leur expliquer, il y a moyen ils sont ouverts. Il faut juste leur expliquer ce que je disais tout à l'heure, Victor Hugo, Rousseau, tout ça. Ce que le temps des bagnes, à l'époque, on te fleur-de-lisait la peau. T'étais allé au bagne, t'avais la fleur de lys à vie. Là, maintenant, on nous fleur-de-lise le cerveau. La prison est toujours très dur, ça sert à rien d'incarcérer à tout va. Il y a un beau travail à faire. J'essaye de montrer que dans les quartiers, la France Black Blanc Beurre, c'est une richesse de malade, quoi. Non, et les gens le comprennent de plus, le savent. Donc c'est pour ça, en fait, il y a un beau travail à faire. Faut pas laisser la parole qu'à les extrêmes. Moi, je les laisse dire ce qu'il y a. Mais faut apporter notre avis aussi, notre avis compte beaucoup. Faut qu'on se mobilise pour expliquer aux gens, les gens qui habitent dans des coins, même de cité, hein, qui vivent des choses. C'est pas tout rose, hein, il faut le reconnaître. Mais il faut dire que tous ensemble, si on se réunit tous ensemble, il y a un beau travail à faire. Les jeunes sont loin d'être bêtes quand tu leur expliques. Je le vois dans les prisons, dans les quartiers, quand j'y vais, quand tu arrives à leur... Et surtout, dès 8 ans, 9 ans, 10 ans, c'est des stages-là qu'il faut aller parler, tout ça. Il y a tout ce travail à faire. C'est bien. Et tous ensemble. Les personnes qui vivent dans les quartiers, quand peuvent plus, voilà, je sais qu'il y a des moments très... qui viennent témoigner, qui viennent expliquer. Il faut qu'on arrive à faire changer cette opinion publique qui veulent tabasser au niveau des années de prison. Parce que il y a un truc que je voudrais dire qui est très important aussi. On parle des victimes. Les victimes de braquage, de cambriolage, d'agression. On en parle beaucoup. Il y a vraiment une grosse place dans mon spectacle. Et même si j'apporte de l'humour, de la rigolade, il y a un moment, pouf, les gens disent, voilà, il n'y a pas que de la rigolade, quoi. C'est bon, il y a des moments, voilà. Et surtout après, au débat, pendant le débat, on apporte des personnes comme Marie-Ange, qui a été victime de braquage, qui vient parler, qui vient expliquer. Donc il y a un gros... Mais moi, ce que je voudrais dire aussi à toutes ces personnes, une fois qu'on a bien expliqué le message sur les victimes, c'est qu'il y a aussi... Les jeunes sont aussi des victimes. Parce que il faut pas l'oublier, il faut pas être aveuglé par les Zemmour et compagnie qui veulent tabasser, mettre des années de prison, revenir en arrière. Il faut pas oublier que ces jeunes vivent l'enfer. Des pères alcooliques, des pères au chômage,
parfois même des mères aussi alcooliques, des mères qui élèvent leur enfant toutes seules dans un petit HLM, qui vivent, le gamin, ils vivent dans des HLM à 5, à 6, à 7, à 8, à 9, à 10. Le gamin, il est obligé de sortir dans la cage d'escalier pour respirer, il est obligé de sortir dehors, dans le quartier. Il peut pas rester dans l'appartement. Et donc là, il est livré avec les grands, on lui propose du shit, du truc, la démerde, le vice du quartier. Eh bien, en plus de la pauvreté, il sombre dans la délinquance. Et même si au début on dit à la télé, oh bah putain, il est passé 10 fois au commissariat, il a jamais été en prison. Il est passé 2 fois par la case prison et il est déjà ressorti. Mais derrière, faut pas oublier que dans la lancée où il est parti, dans le chemin dans lequel il est entraîné, au bout, c'est soit la mort ou des années de prison. Donc, si on ne sort pas de ça, si on fait pas ce travail, bah derrière, il aura eu toute cette jeunesse de misère, et il aura fini par une peine à 2 chiffres, parce que on le retrouvera sur un braquage ou sur une grosse quantité de touchy et compagnie, donc des années de prison, ou même la mort, parce qu'ils peuvent s'entretuer, ils peuvent... Voilà. Donc, eux aussi, ce sont des victimes. On parle des victimes en premier, mais... Il faut expliquer aussi que ce sont des victimes. Même si on les voit sortir de commissariat quand ils ont 12, 14 ans, on les voit, ils ont le smiley, ils sont sortis du commissariat. Mais il faut les voir dans 10 ans. Soit il est mort, soit il est en prison. Non, c'est vrai, c'est bien vrai, c'est bien vrai. Et toi, du coup, l'ambiance à la maison, c'était laquelle ? C'était la misère. Ouais. Au début, jeune, de ma naissance, bon, j'ai pas trop le souvenir là, mais raconté par la famille qui disait j'avais mon père, paix à son âme, qui était dans l'alcool. Il était passé par la case prison. Mon père, il était incarcéré dans la prison où j'ai été moi après. Il a été aussi dans les maisons de correction. À l'époque, on appelait ça les bagnes pour enfants aussi. Il était sur l'île de Tatiou, maison de correction. L'île de Tatiou, c'est dans la Manche, en face Saint-Valahougue, près de Cherbourg. Il y avait une île. Et c'était une maison de correction, on appelait ça les bagnes pour enfants. L'après-guerre, c'était beaucoup ça. Et ça a été fermé depuis. Maintenant, ils voudraient les rouvrir. Mais voilà, mon père est passé par là. Ensuite, casse-prison. Il a fait maison d'arrêt de camp, Fresnes, chose que moi, j'ai fait derrière lui. Mais donc, lui, il était dans le banditisme et tout ça. Beaucoup pour bagarre, vol et compagnie et tout. Et ensuite, une fois qu'il a eu des enfants, il a travaillé, mais il a eu un accident de travail très grave. Et surtout, avec ses frères, ils ont sombré dans l'alcool. Et donc, il a été très, 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 très pris par l'alcool. Donc, on a eu une enfance où, au début, il avait un salaire, mais qui partait dans l'alcool. Ouais. Ensuite, l'accident de travail, chômage. Donc, plus de travail, plus rien. Tu peux dire c'était quel l'accident de travail ? En fait, il travaillait boueur à la ville, il ramassait les poubelles et le camion de poubelle dans un virage a été trop vite. Il a pris mon père était à l'arrière de la benne, tu sais, il ramassait sa jambe entre le trottoir cassée, fracture ouverte, tibia et péroné, fracture ouverte. Et donc, opérations sont mal placées, plein d'opérations, ça s'est mal passé. La jambe s'en est jamais remise, il a toujours eu la jambe droite. Et morte, quoi, la jambe. Et donc, licencié. Il n'a pas voulu porter plainte contre le patron à l'époque. Il avait ses principes, ses trucs et tout ça. Donc, il a été indemnisé, mais pas autant qu'il aurait dû être. Donc, l'alcool encore plus. Nous, on a grandi, on était petits, hein. Avec mon frère et ma soeur, on était petits. Et ma mère a essayé de faire ce qu'elle pouvait, mais l'alcool, la violence, le tout, c'était chaud, quoi. Donc, nous, on habitait au rez-de-chaussée, donc on sautait beaucoup par la fenêtre avec mon petit frère et on cavalait. Et donc on a été les grands, c'était l'époque, je disais, l'époque des 205 GTI, 1,6 litre, 1,9 litre BMW, les grands arrivaient avec ça, les motos volées, donc on les voyait au début, on les regardait, après on montait dans la voiture avec eux. T'avais des mecs comme Gary Harrell qui a fait des années de prison, qui détient le recordman des prisons de France. Et il est monté en prison, il devait avoir 11-12 ans, Gary. C'était un grand de notre quartier. Il arrivait en voiture volée, il nous montait, il nous faisait faire des tours de périphérique, après il nous emmenait faire des marches arrière dans les vitrines. Nous, on était gamins, on raflait tout. On a grandi là-dedans. Et comme je disais, voilà, l'étalage, compagnie, c'était la démerde, on nous apprenait le vice, quoi. Et c'était quoi la réaction des parents quand ils ont vu leur fils sombrer ?
Ma mère déprimée. Ma Ouais. mère, elle essayait de faire tout ce qu'elle pouvait. À chaque fois que je me retrouvais devant le juge pour enfants, le juge voulait me mettre en prison. Ma mère, elle suppliait, elle disait non, ne le mettez pas en prison, ne le mettez pas en prison. Donc, donc le juge, elle et le juge, ils essayaient de tout faire pour me sortir de là. C'est là qu'elle m'a mis à Paris. Elle avait sa sœur qui habitait à Paris, à Nanterre là, et où il y avait mon cousin qui faisait partie des Actual Force, Break et tout ça, Laurent Chédry, Fly des Actual Force. Donc j'allais là-bas à Paris. Et donc là, ça aurait pu, mais ils avaient des fréquentations aussi, de vol à l'étalage et tout ça. On avait volé encore un peu là-bas aussi. Donc elle a essayé de faire ce qu'elle peut, ma mère. Elle a essayé. Je revenais à Caen. Et puis elle a réussi à m'esquiver la prison jusqu'à mes 18 ans. J'ai eu des maisons de correction, des trucs comme ça, tu vois, et puis après, là, j'ai pas à 18 ans, je suis tombé en prison. Et du coup, ton frère et ta sœur étaient dans les mêmes vices que toi? Non, ma sœur, elle s'est mise en ménage avec son mari très jeune, 17 ans elle avait. Et donc elle a réussi au début, elle allait à l'école. Elle a suivi des études un peu quand même. Parce que mon petit frère et moi, on essayait de la protéger, voilà, on a eu la chance que ma sœur, elle a eu un bon parcours. Voilà. Mais mon petit frère et moi, on était en prison. Mon petit frère était en prison avec moi, j'étais en cellule avec mon petit frère. J'ai essayé de protéger mon petit frère au maximum, mais il y a eu des moments où j'ai pas pu parce que il avait la niaque, quoi, comme moi. Il était un grand voleur de voitures, vol à l'étalage, vol en filouterie aussi, tout. Donc mon petit frère était, voilà, ça me faisait chier quand j'ai vu mon petit frère arriver en prison la première fois. Voilà, je voulais pas. Et puis bon, après, on a eu une super histoire. C'est que mon petit frère, pendant sa détention, sur sa dernière détention, moi j'ai eu l'idée du spectacle et mon petit frère a eu l'idée de passer ses permis bateau. Il avait une peine plus petite que moi, il avait 6 mois à faire, un restant de peine qui lui restait d'une autre peine, et donc il a pu accéder à passer son permis bateau. Et donc pendant qu'on était en cellule ensemble, mon petit frère passait son permis bateau par correspondance. La théorie, il avait fabriqué un compas en bois, tout ça. Et moi j'écrivais mon spectacle en haut du. Et mon petit frère est sorti en permis, il a passé son permis bateau en permission, et ensuite il est sorti en conditionnel, il a réussi à atteindre le port de Dives-sur-Mer, là-bas, où il amenait les gens en bateau. Après il est parti à Cherbourg, et il a passé tous ses permis bateau de plus en plus haut, et ça s'est fait en plusieurs années. Et là maintenant il fait partie il travaille travaillé à la capitainerie du port de Caen, là il est à la capitainerie du port du Havre, il a une femme, des enfants, il est rangé et tout, et donc moi je fais mon truc dans le spectacle, lui ce qu'on avait l'idée en cellule, lui les bateaux, moi le spectacle, on le fait. Ouais, c'est bien. Et comment la maman là justement voit elle est super fière, elle est super contente, la réussite de ses fistons. Et j'ai envie de dire ouf, parce que avant nous, elle allait voir mon père au parloir. Ensuite, mon père dans l'alcool, c'était horrible. Et elle allait voir ses 2 fils en prison. Et quand même, moi, j'étais prévenu. Donc, j'avais des parloirs les mardis, mercredis et jeudis, si je dis pas de bêtises. Et mon frère, qui était condamné, avait les parloirs tous les lundis, vendredis. Ça fait qu'elle passait toute la semaine en prison, ma mère. Elle venait me voir, moi, 3 fois par semaine, et mon frère 2 fois, chaque jour allez. Donc, elle en a bavé, quoi. Et donc, c'est pour ça que dans le spectacle aussi, il y a un grand message là-dessus. On dit écroué de rire, mais c'est quand les personnes viennent voir le spectacle, ils rigolent, mais quand ils sortent, ils disent, ah ouais, il n'y a pas que du rire, quoi. Il y a vraiment du message. C'est clair. Donc voilà, il y a tout un message là-dessus. Ce que je dis aux jeunes en prison, je leur dis, ou même dans les quartiers, avant même qu'ils aillent en prison, je leur dis, vous vous rendez pas compte à quel point on rend malheureux nos familles, nos mères qui passent leur vie au parloir et comme ça, et c'est atroce. Donc si on peut en sauver au maximum, c'est beau de le faire, c'est une cause. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de Salif, Calbo, Stomy, Christophe, Jean-Marie, je vais pas tous les citer, mais ils ont compris la cause, quoi. Ils ont compris qu'il y a vraiment beaucoup à sauver, quoi. C'est beau. Sincèrement, David, c'est beau ce que tu dis. Et aujourd'hui, pour finir, mais voilà, tu as la chance et le bonheur d'être papa. Ils ont quel âge tes petits? J'ai ma fille qui a 16 ans et mes 2 fils qui ont 12 ans et 10 ans. Comment ils voient leur père? Ils sont fiers.
Ils viennent au maximum. Je fais les tournées avec eux. Je vais au théâtre du gymnase. Ils connaissent le théâtre du gymnase comme leur poche. Ils viennent au Jamel Comedy Club. Ils ont fait Bobino, Palais des Glaces. Ils aimeraient bien même venir dans les prisons avec moi, apporter le témoignage. Ils ont compris. Ils ont tout compris. Et c'est ça que je voulais casser, ce cercle. Il y a eu mon père, il y a eu moi. Je voulais pas que mes fils suivent là. Donc c'est pour ça qu'il y a tout ce message-là. Je veux que mes fils se rendent compte qu'ils ont ça entre leurs mains, qu'il faut casser ça. Il faut, voilà, je le vois moi à travers de mes potes, je suis pas le seul. Mais leur père est en prison, eux ils y vont aussi. J'ai des potes, moi leurs fils y ont été aussi. J'ai des potes avec qui j'ai grandi. Quand j'ai appris que leur fils était au placard, je dis non, c'est ça notre vie, condamné à ce que de génération en génération, on aille tous tout le temps en prison comme ça. Non, faut stopper. Alors, je suis peut-être utopiste, je suis peut-être, mais non, je dis c'est possible. Il faut envoyer ce message. Il faut dire non. Mettez votre culot, votre intelligence et votre talent dans l'honnêteté. Tous ces jeunes des quartiers, je veux le crier tout haut. Et j'espère que qu'il y aura d'autres plateaux. Voilà, merci à Cyril Hanouna, à vous, à toi, à tous qui viennent nous le faire dire. Et je voudrais qu'on aille le dire sur tous les plateaux télé, qu'on vienne expliquer ce qu'on est en train de faire. Parce que si on le fait pas, ce qui arrive derrière là, ça va être de plus en plus incarcération. Donc il faut vraiment, il faut le faire quoi. C'est clair. Autant pour les victimes aussi. Je le dis toujours, je le répète. Parce que en sauvant tous ces jeunes, il y aura moins de victimes. Donc c'est un travail pour les jeunes et les victimes. Et les victimes dans les deux camps. Il faut le faire. Et c'est pour ça que les victimes sont de plus en plus avec nous. J'ai eu beaucoup de mal. Là, j'ai Marie-Ange Larosa qui vient avec nous et qui a été victime de braquage. Et des fois, elle peut pas venir. Elle est prise ailleurs. Elle peut pas tout le temps venir. Et j'avais appelé des associations de victimes pour avoir d'autres victimes. Et c'est super dur parce que tout pendant qu'on n'était pas conventionné, c'est super dur de. Alors il y en a, ça se respecte. Il y a des victimes qui disent non, on veut pas y retourner, on veut pas participer à ce projet de justice restaurative et tout ça. Donc on respecte parce que attention, c'est super dur, c'est traumatisant ce qu'ils ont vécu. Mais il y en a beaucoup qui aimeraient et qui aimeraient parce que dans les débats, dans les prisons, dans les quartiers, on leur donne la parole, chose qu'ils n'ont pas vraiment eu assez. Pendant le jugement. Pendant le jugement, on revient sur les faits, ils n'ont pas le temps. Et là, ils ont leur réponse au pourquoi ça leur est arrivé à eux. Ils sont face aux détenus. Les détenus, il y a un échange magnifique entre eux et tout ça. Et donc, c'est ça, on veut l'étendre vraiment de plus en plus. C'est pour ça que j'en appelle à tous ces plateaux télé qui jusqu'à aujourd'hui, nous ferment leurs portes. Est-ce que, et ce sera ma dernière question, mais est-ce que tu regrettes ton passé ? Cette question elle revient souvent à la fin de mes spectacles. On me la pose très très souvent. À un moment, j'ai regretté. Je me disais, j'ai quand même foutu 10 ans de ma vie en prison, plus de 15 ans, 20 ans dans le banditisme et tout ça, et j'ai perdu mon temps. Et je suis jeune dans la tête et tout, mais quand même, j'ai mon âge, quoi. Et je regrettais. Et après, en faisant tout ce que je fais là, ces dernières années, plus ça avance, plus on est en train de faire du lourd et tout, je me dis non, en fait, on dirait que il a fallu que je vive tout ça pour faire ce que je fais aujourd'hui. Donc, d'un côté, je peux pas regretter. Je regrette peut-être pour les quelques victimes que j'ai eues, quand on a volé des voitures, quand on a éclaté des vitrines de magasins, quand on a cambriolé des magasins, même des banques et tout ça, c'est pas beau. Il y a des victimes. Je regrette pour eux. Je regrette pour ma famille. Je regrette pour ma mère, pour mon père, que j'ai rendu malheureux, pour ma femme, pour mes enfants, ma famille. Pour eux, je regrette. Mais pour moi, même si là, je le dis en rigolant, on rigole, mais les années de prison, le mitard, j'ai eu des moments très durs. C'était bon, voilà, on était habitué à pas pleurer. Notre père nous disait, les conneries, c'est avant qu'il faut réfléchir, pas après. Si j'étais arrivé au parloir en l'air, mon père m'aurait mis une claque, il m'aurait dit, t'assumes, garçon. Donc on a assumé. Moi, je me suis retrouvé dans des mitards où il y avait rien. Dans des cachots où la misère profonde, où tu t'es là, et surtout quand t'as ta femme qui t'attend, c'est très très dur, t'as la boule au ventre, mais la porte s'ouvrait, smiley, t'es un bonhomme, on doit affronter. Mais c'était dur, il faut le dire. J'ai vu des potes se pendre, des galères dans des prisons de malades mentales, c'est super dur. Mais on l'a affronté avec. Donc voilà,
j'ai pas le droit de regretter. Et surtout quand je vois ce que je fais aujourd'hui, Yeah. il fallait que je vive tout ça pour le faire. Et donc, voilà, D'accord. En tout cas, David, au nom de toute l'équipe de WeHustle, nous te remercions sincèrement d'avoir fait le déplacement, de t'être livré comme ça, parce que c'est pas un exercice facile, sincèrement. Et puis, nous te souhaitons que de belles choses, que de bonnes choses à l'avenir, parce que tu es sincèrement une belle personne. Merci, Ça, je Merci. tenais à te le dire, C'est face partagé. to face. Merci. C'est important. Je pense pareil. C'est très fort ce que vous avez. Merci à toi. Ça fait plaisir. Merci. Ça fait plaisir. Merci. C'était 500 avec l'homme que l'on nomme David Desclos pour WeHustle. Mes paroles valent cher. Peace. We hustle, baby.